16 raisons de quitter la France et de ne plus jamais revenir. J'ai lancé la question hier sur mon Twitter. Je vais vous donner mes réponses et les réponses que j'ai reçues de Twitter. Je suis aujourd'hui à Lovina dans le nord de Bali et j'ai quitté la France en 2010 pour ne plus jamais revenir. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à quitter la France et à vous expatrier, à vous exiler à partir de cette épave Titanic France qui est en train de sombrer, de couler année après année. Et je crois qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est vraiment la situation la pire puisque la France est en train de brûler littéralement. Alors, première raison de quitter la France, c'est pas moi qui l'ai donnée, donc voilà, c'est pas la peine de vous énerver en commentaire. Les Français. Tout simplement, on quitte la France pour ne plus voir les Français. Alors je peux comprendre avec la mentalité française et les Français en général, les Français de France, hein. Attention, parce que les Français de l'étranger, là c'est un autre millésime. J'adore les Français de l'étranger, par contre les Français de France, enfin, d'ailleurs ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'un Français de France, dès qu'il part et qu'il s'expatrie, qu'il s'ouvre au monde, eh bien en général il s'apprécie. Deuxième, l'enfer fiscal. On n'est pas sans rappeler que la France est le numéro 1. Alors certains m'ont dit numéro 2. Numéro 1 en termes de pression fiscale dans le monde. La pression fiscale exercée au travers des taxes, des impôts, des cotisations sociales, des charges sociales, etc. etc. Tout est taxé et taxé très fortement. Donc l'enfer fiscal français, c'est sûr qu'il y a de nombreux pays à l'étranger où on est taxé à 0% ou bien avec une taxation plus simple, plus souple, plus douce. On continue, l'enfer administratif, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire en France, il y a un formulaire à remplir. Par exemple, là moi j'ai encore des appartements en France, donc j'ai dû remplir le formulaire de la CAF pour dire où sont mes locataires, qui sont mes locataires. Formulaire que j'avais déjà rempli 2 fois au niveau du service des impôts dans biens immobiliers, que mon locataire avait déjà rempli et qu'en fin d'année on remplit 4-5 fois les choses. C'est un méli-mélo administratif incompréhensible. On continue, l'insécurité grandissante, l'insécurité qu'on ne retrouve pas en Asie du Sud-Est. Donc moi j'ai vécu pas mal de temps en Asie du Sud-Est. Clairement pour moi c'est mon petit paradis, hein. C'est pas que Bali, hein. Ça peut être la Thaïlande, la Malaisie, Singapour. J'ai vécu dans pas mal d'endroits. C'est juste au niveau sécurité, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui les hordes sauvages qui déferlent sur la France, c'est juste incontrôlable et c'est... il n'y a même pas de mots. Franchement, je pense que je me sentirais peut-être même plus en sécurité en Amérique latine. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez vous expatrier en Asie du Sud-Est, si vous voulez un guide pratique, il y a toujours mon programme que je renouvelle. J'ai encore renouvelé hier. Gamma Exilium. Je mettrai les liens en description si ça vous intéresse sur mon site marcboulanskay.com. Ok, on continue. Alors celui-là, c'est de moi, hein. Je suis désolé, hein, mais bon, à un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Les féministes. Alors au début, je voulais mettre les femmes françaises, hein, mais je me suis dit c'est un peu trop large. Je vais encore faire un bad buzz. Donc les féministes, mais sachant qu'il y a quand même beaucoup de femmes françaises qui sont féministes. Alors précisons une chose, hein, tout ce que je dis ici, c'est valable pour la France, mais en fait c'est valable pour presque tous les pays d'Europe occidentale. J'inclus même d'ailleurs les États-Unis à l'intérieur, hein. Vraiment le monde occidental qui se développe autour d'un modèle socialo-communiste avec une bureaucratie excessive, etc. Donc les femmes féministes, ici le féminisme n'est pas encore arrivé, elles ne sont pas au courant, faut pas leur en parler, hein. Dès que vous prononcez le mot, elles sont très intéressées, les femmes locales à Bali, elles me disent « Ah c'est féministe, c'est bien, c'est quoi ?» Non, c'est pas pour toi. Ça va arriver dans quelques années, hein, voilà, mais c'est pas encore là. Donc il y a encore quelques années à se faire plaisir. Alors, on continue. La haine des riches. La haine des riches quand on est riche en France. Alors riche en France c'est quoi, hein? Parce que en France ils définissent les riches, vous gagnez 3 ou 4 000 euros, vous êtes déjà riche. Non, riche c'est être dans les 1%, c'est-à-dire autour 1,5-1,7 millions d'euros de patrimoine. Là vous êtes carrément ciblé à mort. Je veux dire, c'est pas normal d'être aussi riche alors qu'un appartement à Paris à 10 000 euros du mètre carré, un 80 mètres carrés, ça coûte déjà 800 000 euros. Donc même 1,7 million, honnêtement, même en vivant à Paris, pour moi, ça va pas. Je vais pas avoir un niveau de vie très élevé, même avec un tel patrimoine en France. Enfin, si je veux vivre à Paris, évidemment.
On continue, Enderich, les restrictions, de plus en plus de restrictions au niveau des libertés, par exemple sur la liberté d'expression, on a le droit de dire de moins en moins de choses. On a vu les restrictions évidemment durant la crise sanitaire, donc de plus en plus de restrictions. C'est étrange pour un pays démocratique, déclenche des conflits, déclenche des guerres, on pose pas la question, c'est comme ça, voilà. Je suis étonné en fait, même qu'il n'y ait pas que le peuple français ne se révolte pas contre toutes ces restrictions, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de liberté. Bon, je me sens plus libre en Asie. Hein. Honnêtement, il y en a qui me parlaient même de Singapour. Ouais, mais en Singapour, les restrictions, je me suis senti beaucoup plus libre à Singapour, ou même ici à Bali, qu'en France. Je ferai peut-être une vidéo sur les libertés des différents pays. Déjà, pour dire une chose, rien que sur la sécurité, ici je peux me balader dans la rue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous êtes une femme, vous pouvez vous balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en petite tenue et il ne va jamais rien vous arriver. On ne ferme même pas les portes de ma maison. Rien. Je laisse mon portable sur la plage, il ne se passe rien. Je laisse mon portable 5 minutes dans un café à Paris. Qu'est-ce que je dis 5 minutes 10 secondes. Volatilisé. Ok, on continue. L'immigration sauvage. L'immigration sauvage, c'est quand même un problème. Hein. On voit avec tous les réfugiés, les clandestins et compagnie. C'est-à-dire la couleur de pas la couleur de la France, mais disons que on sait plus où on est, quoi. moi, je suis un mondialiste, hein, donc multiculturalisme, tout ça, il n'y a pas de problème. Dans le respect des lois. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'avec une immigration, j'ai dit sauvage, c'est sauvage. Hein. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi ils autorisent des clandestins comme ça. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui sont en situation illégale. Moi, j'étais dans des pays où il y a aucune personne, il y a 0 personne en situation illégale. Ça n'existe pas. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas, je comprends plus et je vous demande si vous comprenez parce que je sais pas. Prochain point, l'appauvrissement. C'est vrai que moi je suis parti en 2010. Bon, déjà ça commençait, je crois qu'à l'époque la France était la 4e puissance économique du monde. Là maintenant je crois qu'on est 8e ou 12e. Enfin, bref, c'est le déclassement total. Chaque année c'est de pire en pire. À tous les niveaux, tous les indicateurs en fait régressent d'année en année. Par rapport, ce que vous regardez les positions au niveau mondial. Okay. Vous allez voir que chaque année on est déclassé. Chaque année la France régresse. Elle perd des positions à tous les niveaux. Dans l'éducation, pour les hôpitaux, au niveau de la croissance évidemment, au niveau du PIB. Les seules choses qui vont monter, c'est le déficit, la dette, l'insécurité. Chaque année. Continue. Les grèves. Pays constamment en grève. Okay. On pourrait d'ailleurs ajouter manifestations, constamment des manifestations, constamment bloquées. Et même quand il n'y a pas de grève, ça fonctionne mal. Je me souviens par exemple, même à l'époque, le métro parisien, le RER aussi, même quand c'est censé fonctionner, on est sur le fil du rasoir. On sent que le moins de petits problèmes, moins de petits grains de sable. Je me souviens une fois, il y avait quelqu'un qui s'était jeté carrément d'un quai, comme ça. Bon, ils avaient tout arrêté, toutes les lignes de métro étaient arrêtées, mais pas pendant 5 minutes, pendant 3 heures. Voilà, donc ça c'est... et puis bon, les grèves évidemment, et puis ça intervient toujours au mauvais moment, toujours en période de vacances, toujours quand on en a besoin évidemment. Et je les comprends, hein, ils ont le droit de grève, donc autant ennuyer les gens au maximum. Donc faire voilà. Bon, voilà. Ici il n'y a pas de grève, hein, dans la plupart des pays. D'ailleurs il y a des pays où le droit de grève n'existe pas. Pour moi c'est bien. Pour moi si on n'est pas content de son travail, et ça il n'y a pas de souci, on ne fait pas de grève, on démissionne. Un autre travail. Moi c'est comme ça que ça doit se passer. Visiblement pas en France. Alors on continue. Le laxisme judiciaire. Alors là c'est vrai qu'on ne comprend pas. Des multirécidivistes, des délinquants qui ont commis des crimes parfois, mais parfois des dizaines, on voit des CV absolument hallucinants. Ils sont toujours en liberté. On ne comprend pas. La justice française n'est pas... soit elle n'applique pas les lois, soit les lois sont mal faites,
soi, je comprends pas. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que parfois, des infractions qui sont mineures, bah, ils se prennent des peines plus importantes que des multirécidivistes. Donc, on ne comprend pas, en fait, le deux poids, deux mesures. Donc, bon, voilà. Pour moi, l'insécurité, pour moi, la violence physique, les agressions physiques, pour moi, ça devrait être quelque chose de très grave et de lourdement, avec des peines très lourdes. Je comprends pas pourquoi ils sont toujours en liberté, des fois, ils ont presque rien. Même quand ils sont plus mineurs. Prochain point, pas d'esprit d'entreprise. Alors ça, c'est malheureux, c'est triste. C'est-à-dire qu'on est éduqué, enfin toute la société, et il y a un peu un brainwash. On est éduqué pour être des moutons, voilà, des moutons salariés, des moutons employés. Et malheureusement, non seulement il y a peu d'entrepreneurs, mais même quand on est entrepreneur, quand je dis entrepreneur, c'est par exemple monter des business en ligne. Même quand on est entrepreneur, on est mal vu. Voilà. Quand on quitte son entreprise même pour monter un projet, oulala. Et alors quand on se plante aussi, c'est très mal vu. Reviens prendre un CDI dans l'entreprise, reviens au chaud dans l'entreprise, c'est notre famille. Combien de fois j'ai reçu en fait, parce que moi j'ai travaillé dans le monde corporate pendant des années, on va te chouchouter, on va te dorloter, on est ta famille. L'entreprise est la famille qui protège de la misère, voilà, qui protège d'ambitions entrepreneuriales hasardeuses. Donc ça, c'est vraiment triste, parce que si les gens savaient comment on peut s'épanouir dans l'entrepreneuriat, dans le développement d'activités, clairement il y en aurait beaucoup plus, et voilà, je pense que les gens seraient d'ailleurs beaucoup plus heureux. On continue, la détérioration des hôpitaux. Alors c'est pas de moi celui-là, mais c'est vrai, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, une spéciale hôpitaux, parce que ça revient souvent. On me dit, ouais mais Marc, quand tu seras malade, tu vas revenir en France pour te soigner. Voilà. Comme font beaucoup d'expatriés, comme font tous les expatriés. Moi c'est faux, mais voilà. Donc détérioration des hôpitaux, là je le dis, zéro moyen bon c'est pas moi qui le dis, zéro moyen dans les hôpitaux, on exagère, mais on a compris qu'il y avait vraiment une détérioration. On a vu des gens durant la crise joncher le sol, mourir par terre. Enfin, c'était vraiment horrible. On voit pas ça, moi j'ai pas vu ça même dans des pays d'Asie. Motivation du personnel, zéro motivation. Suppression des lits, toujours moins de moyens. On laisse mourir les gens. Prise en charge très lente. Alors prise en charge très lente, moi je vais même insister dessus. Je veux dire, ne serait-ce que on a besoin par exemple d'appeler un dermato et d'avoir une consultation en dermato. Ça peut prendre des semaines, des mois parfois. Ça n'existe pas ça dans les autres pays. Je ne connais pas. Parce que dans les autres pays on peut payer. En France, on n'a pas le droit de payer avec la sécurité sociale, etc. Tout est public. Donc tu peux pas dire au dermato, bon écoute, je vais te payer 3 fois le prix, mais tu vas me prendre tout de suite. Il n'y a pas cette option. Pareil pour un généraliste, il n'y a pas cette option. Malheureusement. C'est pour ça que moi je suis vraiment j'adore en fait tout ce qui est privé. En fait. Le service public pour moi, d'ailleurs dans tous les pays, c'est pas que en France, mais pour moi c'est le chaos total. Que ce soit la poste, la sécurité sociale, tout est miséreux en fait. Dès que le service public se mêle de quelque chose, c'est la catastrophe. Voilà. Parce qu'il faut voir qui sont. C'est qui le service public? En général, ils sont complètement dépressifs. Bref, ils sont pas motivés, ils sont pas performants, rien, zéro. Donc, prise en charge très lente dans les urgences. Prise en charge très lente, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas pris en charge, qui vont mourir, qui sont morts. C'est pas qui vont, c'est qui sont morts. Et il y a des stats là-dessus sur la latence en fait de prise en charge, sur les délais de prise en charge entraînant la mort. Il n'y a pas ça. Eh ben, faudrait peut-être le faire. Faudrait peut-être calculer ces statistiques. Fuite des médecins, évidemment, donc système de santé qui est vraiment de pire en pire. Et il faut arrêter de dire que le système de santé français est le meilleur du monde. Il était le meilleur du monde il y a 50 ans, mais aujourd'hui c'est faux. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est pas seulement moi qui le dis, il y a les statistiques. Les statistiques sont accablantes. Voilà, et puis les deux derniers qui sont, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais c'est vrai que il y a des personnalités, c'est vrai que rien que de les voir à la tête de l'État, voir qu'ils ont le pouvoir,
pour moi, c'est une condition suffisante pour partir de France. Alors, il y en a un, c'est Bruno Le Maire. Voilà. Rien que de le voir, ça me donne... voilà. Et Macron, évidemment. Voilà. Donc voilà, toutes ces raisons que j'ai données ici ne sont pas cumulatives. C'est-à-dire que ce sont des conditions largement suffisantes pour partir. Et vous en avez 16. C'est-à-dire quand vous cumulez, vous avez 16 raisons de partir. Mais chacune d'entre elles, pour moi, est valable et suffisante. Voilà les amis, si vous avez d'autres raisons de partir de France, vous êtes déjà parti de France, ou que vous allez partir de France et que vous voyez d'autres choses, eh bien vous mettez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.